Chapitre 7. Bonne conduite et règlement intérieur. Pas question pour un arbre forestier de n'en faire qu'à sa tête. Vivre en communauté implique le respect d'un code de bonne conduite non écrit qui stipule à quoi doit ressembler un membre de forêt primaire digne de ce nom et ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Un sujet feuillu adulte, en conformité avec le règlement, possède des caractéristiques précises. Le tronc est parfaitement droit et présente à la coupe des fibres de bois harmonieusement réparties. Les racines se développent de façon égale dans toutes les directions et s'enfoncent solidement dans le sol sous l'arbre. Les premières branches latérales qui étaient grêles sont tombées depuis longtemps. De l'écorce et du nouveau bois ont recouvert les cicatrices, dont plus aucune trace n'apparaît sur la longue colonne lisse du tronc. Ce n'est que tout en haut que démarre la couronne de branches, qui oblique ou pointe vers le ciel, comme des bras tendus pour former un bel ensemble équilibré. Cet arbre idéal est apte à vivre très longtemps. Les conifères sont tenus aux mêmes règles, quoiqu'ils aient droit à une dérogation pour leur houppier, dont les branches peuvent être horizontales ou pointées légèrement vers le bas. Pourquoi tout cela? Les arbres seraient-ils de fins esthètes? Je serais bien incapable de le dire, mais une bonne raison justifie cette construction idéale: la stabilité. Les grands houppiers des arbres adultes sont exposés à des bourrasques de vent, de violentes averses de pluie, des tempêtes de neige. Il faut que ces forces soient amorties, puis redirigées vers les racines, qui doivent alors supporter un maximum de tension et empêcher l'arbre de tomber. On comprend mieux dès lors qu'elles s'accrochent à la terre et aux pierres. La force d'un ouragan frappant le pied d'un arbre peut correspondre à une poussée qui atteindrait jusqu'à 200 tonnes. Si l'arbre présente un point faible, des fissures se formeront. Au pire, le tronc peut se briser et entraîner le houppier dans sa chute. Quand la silhouette d'un arbre est équilibrée, les pressions sont amorties et réparties de façon égale sur l'ensemble de son corps. Le rebelle qui dédaigne les bons usages court au-devant de problèmes. Imaginons par exemple que le tronc, au lieu d'être rectiligne, soit légèrement courbe. Il souffre déjà au repos, alors qu'aucun phénomène exceptionnel ne sollicite ses forces. En effet, le poids phénoménal de la couronne n'est pas également réparti sur l'ensemble de la circonférence du tronc. Il pèse essentiellement sur un côté. Pour que le bois ne s'écrase pas, l'arbre doit renforcer ce point, ce qui se traduit par des cernes annuelles plus foncées, moins d'air et plus de substances y sont stockées. Si deux flèches se sont formées, la situation est encore plus défavorable. On appelle ces arbres des fourches. Arrivé à une certaine hauteur, le tronc se divise en deux et mène de front la croissance de deux tiges maîtresses. En cas de vent fort, ces deux parties, qui ont chacune leur houppier, se balancent de façon différente, ce qui sollicite fortement le point bas de l'embranchement. Si le point de jonction des deux tiges est en forme de U, comme un diapason, le plus souvent, il ne va rien se passer. En revanche, s'il est en forme de V pointu, des déchirures répétées vont se produire au niveau de l'embranchement. Ces blessures étant très douloureuses, l'arbre fabrique de gros bourrelets de bois pour prévenir de nouveaux déchirements. Ces renforts sont toutefois rarement efficaces et du liquide que des bactéries colorent en noir suinte en permanence au point de jonction. Comble de malchance, de l'eau y stagne, s'infiltre dans la fente et entraîne la formation de pourritures. Un jour arrive où l'arbre se fend en deux et seule la moitié la plus robuste reste debout. Ce demi-arbre peut survivre quelques décennies, guère plus. L'immense plaie ouverte qu'il garde de la division ne parviendra jamais à cicatriser. L'arbre devient la proie de champignons qui vont peu à peu le détruire de l'intérieur. Certains arbres commencent à pousser de travers, puis, des années plus tard, se réorientent et poursuivent leur croissance à la verticale, à croire qu'ils ont choisi la banane pour modèle de tronc. Ils ne se sentent pas concernés par le code de bonne conduite et, visiblement, ils ne sont pas les seuls. Des sites forestiers entiers adoptent la même esthétique discutable.
Les lois de la nature n'y auraient-elles plus cours? Bien au contraire. Ce sont précisément les conditions environnementales qui contraignent les arbres à ces fantaisies architecturales, notamment en montagne, à l'étage alpin, peu avant la limite des arbres. En hiver, la couche de neige y atteint 1 mètre plusieurs semaines durant. Cette couche épaisse glisse en continu, dans le sens de la pente, très lentement, à une vitesse imperceptible à l'œil nu. La pression de l'énorme masse en déplacement courbe les arbres, du moins les jeunes arbres. Les plus petits n'en souffrent pas, ils se redressent sains et saufs à la fonte des neiges. Ceux qui ont déjà atteint quelques mètres, en revanche, en gardent de graves séquelles. Leur tronc blessé, au mieux, ne se redresse pas, au pire, se casse. Les arbres inclinés s'efforcent de repartir à la verticale, mais comme un arbre ne pousse que par sa pointe, la base du tronc demeure oblique. L'hiver suivant, les arbres subissent de nouveau la pression de la neige et la pousse de l'année, de nouveau, part à la verticale. Si le jeu se reproduit sur plusieurs années, l'arbre finit par être courbé comme un sabre. En prenant de l'âge et de l'épaisseur, le tronc acquiert une stabilité suffisante pour supporter sans dommage la pression d'une masse de neige normale. La partie inférieure du tronc garde sa forme de sabre, tandis que la partie supérieure, que rien ne vient plus perturber, se développe désormais verticalement, comme il se doit. La neige n'est pas toujours responsable de ce type d'accident de croissance. Tous les arbres qui poussent à flanc de montagne peuvent en être victimes. En situation pentue, c'est le terrain lui-même qui peut glisser. Le déplacement est d'une lenteur extrême. Il ne s'agit souvent que de quelques centimètres en plusieurs années, mais cela suffit pour entraîner les arbres qui, là aussi, se retrouvent de guingois, tout en continuant de croître à la verticale. On peut observer une version extrême du phénomène en Alaska et en Sibérie, où le réchauffement climatique provoque le dégel du permafrost. L'ancrage solide dont les arbres bénéficiaient cède la place à un sous-sol boueux qui n'offre plus aucun soutien. Chaque individu penchant dans une direction différente, la forêt ressemble à une petite armée d'ivrognes en campagne, d'où le nom d'arbres ivres que les scientifiques donnent à ces arbres. En bordure de forêt, la règle de verticalité des troncs n'est plus aussi stricte. L'ourlet forestier qui borde une prairie ou un lac, où, par définition, aucun arbre ne pousse, reçoit beaucoup de lumière. Les individus de petite taille peuvent échapper à l'ombre des grands arbres en se développant en direction du milieu ouvert. En orientant leur tige principale presque à l'horizontale, les feuillus parviennent ainsi à déporter leur houppier jusqu'à 10 mètres. Il va de soi que leur tronc très incliné les fragilise et les mettent à la merci de grosses chutes de neige et des lois de la pesanteur qui n'hésiteront pas à réclamer leur tribut. Il n'empêche, une vie raccourcie, avec suffisamment de lumière pour se reproduire, est toujours préférable à pas de vie du tout. Si la plupart des feuillus saisissent leur chance de se construire un avenir, même limité, dans leur grande majorité, les conifères restent inflexibles. La consigne est la consigne. Ils poussent toujours bien droit vers le ciel, à l'opposé de la force d'attraction de la Terre, afin de conserver des troncs parfaitement rectilignes et stables. Timide concession à la norme, les branches du côté de la lumière peuvent être plus grosses et plus longues, mais cela ne va pas plus loin. Le pin, hardi entre tous, est le seul à déporter son houppier, ce qui lui vaut aussi d'être le conifère affichant le taux de cassure lié à la neige le plus élevé.